Vous découvrez le monde de la bourse et du trading, certaines personnes peuvent vous aider. J'en connais et je les ai invités à partager leurs connaissances avec vous. Je suis le Tradosaure et vous écoutez Conversation avec Trado. Salut Christophe, je suis très content de pouvoir te poser quelques questions aujourd'hui. On se connaît depuis maintenant un petit moment. J'ai une admiration sans borne pour ton travail. Tu es un des spécialistes. Bonjour Jonathan, je peux te renvoyer l'appareil mais x10. Je prends. Non, mais t'es quand même un spécialiste reconnu maintenant du trend following et c'est pour ça que je voulais absolument te poser quelques questions sur ce domaine qui est ta spécialité. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, faire un bref récapitulatif de ce que tu as fait, de ce que tu fais, etc. Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Christophe, j'ai 47 ans. Alors, si certains me suivent déjà sur Twitter, j'aimerais tout de suite clarifier les choses. Il est vrai que la photo de mon profil Twitter représente une femme, hein. Et je suis désolé de vous décevoir, vous l'entendez, je suis un homme. Mais vous savez, c'est comme Cerise de Groupama, la jeune femme de la pub Groupama, en réalité, elle n'existe pas. D'ailleurs, je crois que le petit bonhomme vert de CTM, il n'existe pas non plus. Et puis pour les furets, il y a des rumeurs, mais bon, je suis pas sûr. Donc bref, je m'appelle Christophe, j'ai 47 ans. Pour vous donner un petit peu le contexte, je suis entrepreneur dans le web marketing depuis 20 ans. J'ai créé plusieurs entreprises et je travaille uniquement de chez moi. Je code depuis que j'ai l'âge de 6-8 ans. J'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'a mis très très rapidement devant un ordi. Et donc je suis un investisseur particulier. J'ai débuté en trading il y a une quinzaine d'années. Et je suis créateur de l'indicateur gratuit Trend France qui permet de faire du trend following assez simplement, que vous pouvez retrouver gratuitement sur le site trendfrance.com. Si tu veux que je présente un petit peu mes débuts en bourse? Oui, avec plaisir. Comment ça s'est passé? Parce qu'il y a un cheminement. Alors, il y a des petites anecdotes. Il y a de cela de longues années, je devais avoir une vingtaine d'années, ou 18-19 ans, un truc comme ça. J'avais en cours avec moi un gars qui était sur la table, sur le même bureau que moi, qui s'appelait Jean-Pascal, et qui me dit, écoute, mon père il est abonné à un truc, ça s'appelle la lettre mensuelle, et il reçoit des conseils chaque mois, des conseils boursiers. Moi je connaissais rien à la bourse, etc. Et puis il m'en parle un petit peu toutes les semaines, il me dit, tu vois, il y a telle valeur, elle a pris tant, etc. Et puis un jour il me dit, bon, je vais te le dire, j'ai fait un crédit étudiant, et en fait j'ai tout placé en bourse. Je dis, ah ouais, mais t'es un grave malade. Il me dit, si, j'ai tout placé en bourse. Et quelques mois après, enfin même pas beaucoup, à peu près 6-7 semaines après, il me dit, bah voilà, avec tout ce que j'ai gagné en bourse, j'ai remboursé mon crédit et je me suis acheté une voiture. Waouh, moi j'ai ouvert des yeux totalement, j'avais les yeux totalement écarquillés, je me demandais ce qui se passait. Et voilà, mon premier contact avec la bourse, avec ce fameux Jean-Pascal. Et puis bien des années après. Je sais pas, attends. J'avais une vingtaine d'années, donc t'enlèves 27 ans, 27-28 ans, c'était il y a 27-28 ans. Oui, c'était pas une période non plus super faste, quoi. Non, par contre, je me souviens du titre sur lequel il a fait une plus-value énorme, c'était Bolloré à l'époque. Ça m'a vraiment marqué. Et puis, des années après, j'ai un autre pote, Fabien, avec qui je discute, qui lui, là à l'époque, j'étais déjà entrepreneur, j'avais déjà plusieurs boîtes, et puis c'est un prestataire avec qui je bossais, et puis il me dit, tu sais, moi j'investis un peu en bourse, etc. Et lui, il m'a vraiment initié. Donc il m'a appris rapidement ce que c'était que les moyennes mobiles, et puis il me dit, bah si tu veux, on trade ensemble en direct avec Skype, et je te file 2-3 conseils, etc. Moi j'étais aux anges, je lui dis, bah écoute, avec plaisir. Et là je commence avec lui, et puis tu sais, il y a un adage qui dit que pour apprendre en bourse, il faut perdre beaucoup. Et moi j'ai eu une chance extraordinaire, c'est que je l'ai vu perdre. Malheureusement pour lui. Je pensais que tu avais perdu beaucoup, que tu avais eu cette chance de perdre. Non. Malheureusement pour lui et heureusement pour moi, tu sais, lui, il avait connu des années fastes en bourse et c'est arrivé à un moment où les indices se retournaient, etc. C'était beaucoup plus compliqué.
Donc il a perdu beaucoup, et devant mes yeux. Et ça m'a appris énormément, parce qu'à l'époque il me parlait de différents adages, genre le pas perdu pas vendu, elle a suffisamment baissé, là ça vaut le coup de la racheter parce qu'elle est pas chère à ce prix-là, etc. Et voilà mon premier contact. Et puis moi assez rapidement je me suis dit je me suis dit, les conseils de ce mec-là, il faut pas les suivre, parce qu'à chaque fois, il perd. Donc, j'ai regardé tout ce qu'il faisait, etc., avant vraiment de trader en réel. Et puis, j'ai eu un réflexe, c'était de trader des petits montants. Donc, il m'est arrivé en même temps que lui de perdre des tout petits montants, alors que lui, il perdait des sommes assez folles quand même. Et puis, malgré tout, il m'a appris beaucoup de choses. Et puis, quelques années après, j'ai commencé à avoir mon propre style de trading, à me donner des limites, des barrières, c'est-à-dire ne rien acheter en dessous d'une moyenne mobile de 100 jours, par exemple. Ne rien acheter qui est en dessous de sa moyenne mobile 20 jours. Et puis, je m'en sortais avec ça, ça marchait plutôt pas mal. Et puis, je sais pas, au bout de quelques années, mon beau-frère rentre dans un trading desk. Et puis un été, il me dit, tiens, j'ai tout ça à apprendre, regarde, j'ai un bouquin interne, il me dit, je sais que ça t'intéresse un peu la bourse, si ça te dit, tu veux le feuilleter. Et pendant l'été, je le lis, ce bouquin. Et là, je me rends compte que lui, son seul job, c'est d'acheter, et il ne pense à rien d'autre. C'est-à-dire que toute la gestion du money management, la couverture du risque, etc., je me rends compte que c'est des procédures, et tout son bouquin, c'est un bouquin de procédures. Où, à chaque fois qu'il achète un truc, il faut qu'il déclenche une procédure, et cette procédure, c'est un script informatique qui va gérer le risque pour lui. Donc déjà, je me dis, ouais, c'est pas mal, en fait. Il a juste à acheter pour le compte de ses clients, et le risque, il le gère pas lui-même. S'il le gère pas lui-même, c'est qu'il doit y avoir quelque chose derrière. Une gestion précise, ça doit être un point très important pour que ne laisse pas gérer lui-même son risque. Donc bref. Et puis des années après, en étant prestataire, j'étais à mon compte, puis en même temps, j'avais une mission avec un certain... je sais pas si certains connaissent, il était très très connu sur le web, il avait... C'était l'équivalent de... etc. Enfin bref, il a eu des grosses boîtes. Et je l'avais tous les jours sur Skype, il était... Et on discutait de bourse, et puis il m'a appris pas mal de choses. Il est assez croyant, donc il m'a expliqué qu'il me dit, mais tu crois que Dieu laisse faire le hasard comme ça? Je dis, tu déconnes, pourquoi tu me dis ça? Et là, il m'explique que les moyennes mobiles, c'est plus intéressant d'utiliser des ratios de Fibonacci, c'est-à-dire, entre guillemets, des secrets mathématiques qui sont planqués dans la nature, plutôt que d'utiliser des moyennes mobiles que n'importe qui a dit, voilà, un jour quelqu'un a dit une moyenne mobile 20, c'est bien, bah lui il m'a montré qu'une moyenne mobile 21 c'était mieux parce que c'était un des nombres de la suite de Fibonacci, 55 pareil, etc. Et ça a influencé également mon trading. Et puis il avait une gestion du risque assez intéressante, il me disait je risque tous les jours la même somme, et dès que je dépasse cette somme-là, bah, j'arrête. Donc il mettait ses stops en fonction, etc. Et c'est un des premiers à m'avoir parlé des stops. Donc voilà. Et puis après, je me suis mis, j'adore la programmation, je me suis mis sur le trading automatique. Donc au début je faisais du SRD avec levier, ça marchait plutôt pas mal. Et puis j'ai voulu automatiser un peu les choses pour enlever l'aspect émotionnel du truc. Et la solution que j'ai trouvée, c'est de faire du Forex avec MetaTrader et de coder mes robots de trading qui allaient prendre les décisions à ma place. Et là, ça m'a permis de mettre un premier pied dans le trading algorithmique. Et puis là, je me suis rendu compte que ça marchait plutôt pas mal et que j'avais pas à passer mon temps devant l'écran à suivre les cours. Donc voilà, grosso modo mon parcours. Et puis, on va dire, il y a 3 ans, les choses ont changé assez radicalement. Pourquoi? Parce que suite à cette période où j'ai fait du SRD et du Forex, au bout d'un moment, j'ai totalement arrêté le web et pendant 2 ans, j'ai fait que ça. Et j'ai vécu que grâce à ça. Ça marchait très très bien. Et puis pourquoi, au bout de 2 ans, ma manière de voir les choses a changé, c'est qu'au bout de 2 ans, et ben quand t'as déjà passé une première année derrière, t'as ta déclaration fiscale, et puis au bout d'1 an et demi ou 1 an et 8 mois, je commence à me rendre compte des sommes qu'il va falloir que je sorte. C'est-à-dire que j'ai pris tous les risques, j'ai pris tous les risques.
et il va falloir que je sorte des sommes folles pour payer mon impôt sur le revenu, mes taxes sur les plus-values, etc. Et là, je me rends compte que c'est limite confiscatoire. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont jamais rendues compte de ça, parce qu'il faut avoir un portefeuille positif pour se rendre compte de ces taxes-là. Et donc, au bout de 2 ans, je me suis fait matraquer fiscalement. Je me suis dit non, laisse tomber. C'est beaucoup moins intéressant que de développer mes business sur le web, parce que tu sais, quand tu as une société, tant que tu sors pas l'argent de la société, tu ne payes pas d'impôts sur le revenu. Donc je laissais ma trésorerie sur ma société, alors que là, avec le trading, j'étais fiscalisé directement sur mon impôt sur le revenu. À l'époque, il n'y avait pas les histoires de flat tax, etc. Donc je te dis pas les sommes que j'ai payées. Donc voilà, j'ai tout arrêté. Et puis j'ai repris le web. Et puis il y a seulement 2-3 ans, on va dire même 3 ans, les choses ont radicalement changé. Donc voilà un petit peu pour les présentations. Je sais pas si j'étais un peu long. Non, je sais pas si tout a un intérêt réel, mais bon, ça pose le décor. Non, c'est génial. Merci Christophe. Pour te suivre depuis pas mal de temps, ta spécialité c'est quand même le trend following, comme on dit. Hein. Et oui, j'ai cru comprendre que ça a été, je sais pas si on peut parler d'histoire d'amour, de coup de foudre ou voilà quelque chose qui a été bâti dans le temps. Est-ce que tu peux déjà expliquer ce à quoi ça correspond pour toi le trend following? Alors, pour moi, le trend following tient en quelques points. C'est très très simple. C'est-à-dire que je vais détecter une tendance, c'est-à-dire des cours qui partent dans une direction, à la hausse. À partir du moment où je commence à détecter cette tendance, je vais chercher un point d'entrée sur cette tendance. Et puis une fois que j'ai trouvé ce point d'entrée, mon risque va être très limité, je vais mettre un stop. Si mon stop est tapé, ça veut dire que la tendance part pas dans le sens dans lequel je pensais et que j'ai bien fait de me faire taper. Et si les cours continuent dans le sens où ils allaient et donc valident mon scénario, ça veut dire que je suis dans le sens de la tendance et je vais rester dessus tant qu'elle est valide. Ça peut durer des semaines, des mois, des années, voire des dizaines d'années peut-être, hein, et je vais rester sur cette tendance tout le temps. Pour résumer la situation, je prends un risque initial très faible au moment où je rentre sur la tendance et après je bénéficie de ce que va m'apporter la tendance pendant tout le temps où elle est là. Mais ça veut dire, donc tu l'as dit, hein, tu essaies de minimiser au maximum la perte au cas où où tu t'es trompé. Oui. Ça veut dire que tu es plutôt partisan des stops serrés plutôt que des stops larges? Oui, je suis assez partisan des stops serrés parce que si on schématise le trend following en termes de ratio gain sur risque, mon risque est minime et mon gain est énorme. Ça peut être des ratios gain sur risque de 10 à 100, c'est-à-dire si j'ai risqué, 1%, mon trend derrière peut me rapporter 100 peut-être. Et donc, j'ai toujours des stops très court. Et ce qui fait que je peux me permettre d'avoir faux souvent, c'est pas un problème. Par contre, quand j'ai juste, ça m'apporte énorme. C'est intéressant. Mais comme tu le sais, hein, il y a deux écoles et il n'y a pas de vérité par rapport à ça. Hein, ça dépend vraiment de la personnalité. Il y en a qui préconisent dans le trend following de prendre des stops même larges à moins 20%, moins 30%. Parce que effectivement, tu l'as dit, quand ça mord, on peut faire du 100, 200, 400, 500, 1000%, et qu'à partir de là, même un stop large à moins 20%, à partir du moment où on adapte la taille de la position, c'est jouable. Parce que toi, t'as déjà backtesté des systèmes avec des stops larges plutôt que des stops étroits. Alors, comme tu le sais, je code tout. Et effectivement, j'ai tout backtesté. C'est ce qui me convient en termes de drawdown, c'est ce qui me convient en termes de taux de réussite, et c'est ce qui me convient en termes de ce qu'on appelle de recovering, c'est-à-dire si j'ai perdu, 50% de mon capital, il faut que je fasse 100% de performance derrière pour tout récupérer, ce qui est
très difficile. Donc j'ai backtesté de manière à ce que mes pertes, si j'en ai parce que mon stop est un peu court, si j'ai des pertes successives, ça ne vienne pas impacter dramatiquement mon portefeuille. Je vais perdre 10%, ça va me prendre à peu près 11,8% pour récupérer, c'est pas énorme. Si je perds 10% avec 20 trades perdants successifs, c'est pas la catastrophe. Donc tout ça a été backtesté, je ne fais rien au hasard, mais effectivement après je le conçois, hein. Il y a des personnes qui vont préférer prendre 1% tous les jours, et puis il y a des personnes qui vont préférer prendre 100% en une fois. Alors moi il y a un chiffre vraiment qui me parle énormément, c'est que j'ai une vision long terme. Si je dois faire x20 sur mon capital, j'ai deux possibilités pour le faire. Soit je fais 102 trades successifs à 3% chacun, soit je fais seulement 5 trades à 83%. Et pour moi, il me semble beaucoup plus simple de faire 5 trades à 83% plutôt que 102 trades successifs à 3%. Parce que là, on touche au deuxième point. Effectivement, certains préconisent d'avoir des stops très larges pour accrocher la tendance. Moi, je préfère avoir un stop très court. Pourquoi ? Parce que une tendance, on peut la symboliser par une droite montante, une droite haussière, et puis les cours fluctuent autour. Donc effectivement, quand tu rentres sur une tendance, ces fluctuations, il faut les prendre en compte. Mais ma spécialité, c'est de faire du trend following avec un départ sur breakout. C'est-à-dire que je vais chercher un point de cassure, c'est-à-dire un point qui bloque les cours, et je sais que si cette cassure, le cours passe dessus, ça va accélérer. Ce qui explique que le cours va partir très loin de mon cours d'entrée assez rapidement, et que finalement mon stop court, il a une réelle utilité. C'est soit ça passe, soit ça casse. Et donc je vais chercher ces breakouts d'accélération, et c'est pour ça, c'est parce que je vais chercher ces breakouts d'accélération que j'utilise des stops très courts. Ouais, c'est intéressant. Alors du coup, est-ce que tu penses que quelqu'un qui t'écoute et qui pourrait être séduit par le trend following plutôt que de l'intraday, puisque c'est quand même diamétralement opposé, est capable de s'en sortir s'il n'a pas des compétences en programmation, en codage ? Oui, bien sûr, oui. Et comment on fait alors si parce que bon, tu l'as dit et tu as raison, tu as tout testé, tu fais pas les choses au hasard, mais comment fait le débutant qui veut construire un setup, une méthode, et qui ne sait pas coder ? Alors, celui qui ne sait pas coder, il suffit déjà de faire part de beaucoup d'observations. Alors, on reviendra sur je pense, sur le moment où j'ai basculé vers le trend following, mais le moment où je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fasse, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris les 200, sur 5 ans, j'ai pris les 200 plus gros trends, et je les ai tous analysés pour essayer de chercher le point d'origine de ces trends, le point de bascule, si tu veux. Et en cherchant ce point de bascule, je me suis rendu compte de pas mal de choses, dont une chose, c'est qu'à chaque fois, les cours bloquent sur une résistance, et que d'un seul coup ça passe. Et là tu te rends compte que le stop qui est nécessaire, tu peux le faire de manière empirique, que le stop qui est nécessaire, t'as pas besoin d'avoir un stop à 10, 20, 30%. Très souvent un stop à 3% passe. Alors sur Twitter on m'a souvent reproché en me disant ouais mais à 3% tu te fais souvent taper, etc. Alors ça arrive, mais déjà en plein marché haussier, c'est beaucoup plus rare que je me fasse taper un stop à 3%. En marché haussier, j'ai calculé, j'ai à peu près 71% de taux de réussite. En range, alors en range ça peut descendre, En range je descends à 30%. 30%, c'est pas une catastrophe, ça veut dire que j'en réussis 1 sur 3, c'est pas catastrophique, d'autant plus que je prends très peu de risques sur mon capital total à chaque trade. Je suis un collectionneur, je collectionne les tendances, donc moi ça me pose aucun problème si je dois prendre plusieurs tendances et puis après les laisser vivre. Mais quelqu'un qui ne sait pas coder, qui ne sait pas backtester, c'est ce que je lui conseillerais, c'est-à-dire de prendre des graphes, plutôt que d'étudier tous les graphes qui puissent exister, autant étudier uniquement les graphes des gagnants. Pourquoi ? Parce que c'est les gagnants qu'on veut repérer. Et ces gagnants, ils ont un comportement quasiment identique. Donc c'est intéressant de chercher sur ces gagnants-là, quels sont ceux qui ont le comportement qu'on cherche à identifier. Une fois qu'on sait les identifier, on va les voir assez rapidement. Les prochains gagnants, on les trouve très rapidement. Et puis sur Twitter, on m'a souvent fait ce reproche des 3%, j'aurais jamais dû en parler parce que c'est une stratégie qui m'est propre et que
Personne n'a la même taille de portefeuille, personne n'a la même stratégie, personne n'a les mêmes tailles de position, personne ne va sur les mêmes valeurs, parce que pareil, les valeurs sur lesquelles je vais, elles sont bien choisies. Donc, j'aurais jamais dû parler de ces 3% parce qu'elles sont adaptées à ma stratégie. Mais chacun a une stratégie propre. En revanche, le jour où j'en ai parlé et tout le monde a fait des bons 3 mètres, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris toutes les valeurs sur lesquelles j'étais et j'ai codé une sorte d'indicateur qui calcule le stop nécessaire qu'il aurait fallu pour prendre la tendance. Et on se rend compte qu'à chaque fois, c'est un stop qui est de 3,2, 3,7% à peu près, et des fois même beaucoup moins, hein. Il y a des stops à 2%, 2,3%, et puis en même temps, j'ai des screeners qui me cherchent les valeurs, qui présentent la configuration que je cherche, avec un stop à moins de 3%. Donc effectivement, les valeurs sur lesquelles je monte, j'ai un stop à moins de 3%. Je te dis n'importe quoi. S'il y a une valeur qui, depuis 10 jours, est dans un range, et que ce range, il fait moins de 3%, c'est pour moi. Donc je sais que mon stop, il est à moins de 3%, cette valeur-là, et que si elle initie un début de trend, je sais que mon stop, il est à moins de 3%. Et puis pareil, c'est moins de 3%, j'en ai parlé. C'est une grosse erreur, parce que tout le monde a pensé que je mettais toujours un stop à moins de 3%, mais ça, c'est quand je cherche une première valeur à rentrer en portefeuille. Quand j'ai chopé une valeur qui tient, une tendance qui tient et que je l'ai en portefeuille, je vais couvrir le risque de la seconde valeur avec les plus-values de la première. Donc, sur la deuxième valeur, je peux prendre un risque bien plus grand que 3%, puisque c'est couvert par mes bénéfices de la première valeur. Donc tu vois, c'est vraiment que pour la première valeur sur laquelle je rentre en portefeuille, cette histoire de 3%. Écoute, encore une fois, je connais ton travail, je sais que tu mets très souvent à jour ton indicateur. Et bon, est-ce qu'il y a un moment où tu te dis qu'il faut que tu changes les paramètres ? Est-ce qu'il y a quelque chose, toujours dans l'optique de conseiller ceux qui vont se mettre au trend following, est-ce qu'il y a un moment où tu te dis, ok, là ça marche plus mes paramètres, il faut que je modifie l'indicateur. Qu'est-ce qui te fait tilter à ce niveau ? Alors, en ayant lu énormément d'ouvrages sur les systèmes automatisés, et puis tu sais que ça fait des années que je code ça, je me suis rendu compte qu'un des dangers, c'est ce qu'on appelle l'overfitting, c'est-à-dire tu optimises un système parfaitement par rapport à une valeur ou un actif particulier, etc. Ce qui fait que ton système il marche très bien. Si tu regardes sur les 10 dernières années passées, ton système fonctionne très très bien. Et le danger, c'est si tu optimises tous les paramètres pour que ça colle vraiment, il y a un moment où ton système il va déconner parce qu'il va plus coller du tout au futur. Donc, je ne fais pas d'overfitting dans le sens où mon système n'est pas optimisé sur une valeur particulière, etc. Mais il est optimisé sur un comportement au tout départ, alors maintenant beaucoup plus, mais au tout départ, sur plus de 200 valeurs. Et c'est les 200 valeurs qui avaient le comportement que je souhaitais. Mais ce que je fais aujourd'hui, c'est que j'utilise des paramètres qui sont basés sur la volatilité, etc., de manière à ce que si les comportements des valeurs changent avec le temps, mon indicateur puisse s'adapter. Donc je ne fais pas d'overfitting, au contraire au niveau des paramètres je suis vraiment trop lâche pour que ça puisse convenir à tout type de situation et à tout type d'évolution des cours. Si dans 10 ans on utilise encore mon indicateur, il fonctionnera de la même manière, tout bêtement. Très bien. Donc en fait, si je précise, donc en fait, quand tu vas chercher à vérifier une idée de trading, une idée de setup, tu vas pas partir d'une action comme Total, tu vas partir d'un portefeuille et t'assurer que un panier de valeurs réagit bien à un ensemble de paramètres, mais tu vas pas te contenter d'analyser une entreprise uniquement parce que tu risques de trop optimiser par rapport au comportement propre d'une entreprise. Ouais, tout à fait. Je peux te donner un exemple concret pour ça. Au début, mon indicateur était fait pour de la bougie hebdo et uniquement sur des small caps, parce que c'est celle qui décale le plus vite, c'est celle qui m'intéressait le plus, parce que dans ces 200 valeurs qui sur 5 ans ont plus performé, la majorité étaient des small caps. Et avec le temps, mon indicateur fonctionne aussi bien en hebdo, en journalier, en barre 1 heure, aussi bien sur des small caps, sur des indices, sur du bitcoin, sur des crypto-monnaies, sur des blue chips, sur des grosses capitalisations, etc. Il s'adapte à tout maintenant, justement parce que j'ai voulu éviter cette overfitting, cette suroptimisation.
Et il a fallu combien d'années de programmation pour arriver à quelque chose qui soit aussi polyvalent? Bah là, on est à plus de 2 ans. Ça fait plus de 2 ans que je le développe régulièrement. On en est à la 33e version. Et puis bah régulièrement, je le mets à dispo sur Internet. Il y a pas mal de personnes qui l'utilisent. Il y a, que je te dise pas de bêtises, je crois dans les 3500 personnes qui l'utilisent au quotidien. Oui, c'est ça, 3500 personnes. Et du coup, j'ai pas mal de retours sur... au début, par exemple, des personnes qui me disaient « Ah, regarde, sur telle valeur, ça s'adapte pas du tout, etc. » Donc, ce qui m'a permis d'élargir justement mon champ d'action pour que l'indicateur puisse aller de partout. Et puis, au fur et à mesure des retours, et puis de ce que je voyais moi au quotidien en l'utilisant, parce que faut pas oublier, le premier utilisateur c'est moi, et je l'utilise pour gérer mon propre portefeuille, hein, c'est pas un truc virtuel, etc. C'est quelque chose qui me sert au quotidien et réellement. Je l'ai optimisé pendant plus de 2 ans, et puis je continue à l'optimiser régulièrement. Aujourd'hui c'est plus sur le fait de l'adapter pour qu'il soit passe-partout, sur de la crypto, sur de l'indice, etc. Qu'autre chose, mais ouais, ça fait plus de 2 ans. Ok, j'espère vraiment que tout le monde apprécie ces informations qui ont pris quand même des années à être formalisées. C'est vraiment très intéressant. Mais alors du coup, avant de passer à une autre question qui me taraude, oui. Je t'avouerai qu'à titre personnel, c'était une source de frustration, ça ne l'est plus. J'aimerais savoir si toi, tu as réussi à évoluer par rapport à ça. Est-ce que tu arrives à faire tourner des setups, des systèmes qui soient aussi efficaces à la hausse qu'en marché baissier? Alors, très sincèrement, à l'époque où je faisais du Forex... Je te mets à l'aise, moi c'est non. Moi, il faut absolument... Comment ? Je te mets à l'aise, moi c'est non. J'ai jamais réussi à faire des systèmes, des setups symétriques. Alors, comme je te disais, à l'époque où je faisais du SRD et du Forex, oui, c'était des systèmes à la hausse comme à la baisse. Mais bon, c'était mon apprentissage, ça performait, mais ça n'avait pas des performances de dingue non plus. Simplement, j'avais un portefeuille positif, je prenais un pourcentage qui était sympathique. Mais vu ce que je fais actuellement, on verra peut-être après, aujourd'hui j'ai voulu vraiment éviter cet aspect fiscal qui était handicapant pour la performance. Et aujourd'hui, tout ce que je fais est dans des enveloppes de PEA et PEA-PME pour des raisons fiscales. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis concentré uniquement sur la hausse. Donc, je ne saurais pas répondre à ta question. Il y a également un deuxième élément à prendre en compte, c'est que je suis entrepreneur depuis une vingtaine d'années. J'investis également dans des sociétés d'autres personnes et je suis sensible à ça, ce qui fait qu'aujourd'hui, ma vision du trading, c'est pas du trading, c'est de l'investissement. C'est-à-dire, j'investis sur une idée de base et sur la volonté d'une personne de faire progresser sa société. Donc, la VAD, je vais pas te dire c'est mal, etc. J'en ai fait, aucun problème. Et puis ça a une utilité effectivement dans l'équilibre des marchés. Par contre, moi je n'en fais pas puisque ça ne rentre pas dans mon optique d'investir dans une société et de conserver ses titres tant que la tendance est bonne. Je sais plus qui disait, et à juste titre, à la baisse le potentiel est de 100%. Par contre, à la hausse, le potentiel est illimité. Un titre comme Xivam qui a pris en 2 ans et demi 3500%, à la baisse, je peux pas les prendre, moi, les 3500%. Par contre, à la hausse, je peux les prendre. Donc, je saurais pas répondre à ta question pour la baisse puisque je me penche pas du tout dessus, je te cache pas. C'est une raison pour laquelle tu fais pas de Forex non plus, alors, parce qu'il n'y a pas cette idée que tu accompagnes quelque part la performance d'une entreprise. Alors, effectivement, sur le Forex, j'accompagne pas la performance d'une entreprise, mais la raison pour laquelle je fais pas de Forex, c'est que j'ai toujours fait en déclarant mes comptes correctement, etc. Donc, derrière, c'est que le Forex, il est fiscalisé. Et ça m'intéresse pas du tout. Ça ne m'intéresse pas du tout. Donc c'est pour ça que je suis exclusivement sur du PEA, parce que je veux une fiscalité zéro pour avoir un jeu des rendements composés qui soit au maximum. On en reparlera peut-être plus tard. On en parle tout de suite si tu veux, parce que c'est vrai que la question qui venait après, c'est pourquoi finalement tu as basculé du côté du trend following et pourquoi tu as abandonné donc l'intraday et des positions beaucoup plus courtes. Oui, alors concernant l'intraday, alors j'en ai fait et je faisais que ça au début, avec mon pote Fabien, on faisait de l'intraday, etc. Il y a plusieurs choses. La première, c'est que ça m'occupait toute la journée devant l'écran.
ça me pose un problème. C'est que j'échangeais du temps contre de l'argent. Et je préfère laisser le temps travailler pour moi pour qu'il fasse de l'argent plutôt que ce soit moi qui travaille devant mon écran pour avoir de l'argent. Donc il y avait des contraintes horaires, hein. Il fallait être là à l'ouverture le matin, il fallait être là jusqu'à la fermeture parce qu'il peut se passer des choses, etc. C'était assez embêtant. Pour l'intraday, pareil, il faut un équipement à la Star Trek. Moi, avoir plein d'écrans sur mon bureau, ça me fait pas triper, hein. Le trader fou des années 80 qu'on voit dans les films américains, ça me fait pas triper. Je ne trade pas ou je n'investis pas pour l'excitation, ça ne m'excite pas du tout d'ailleurs. Je trade pour gagner, je trade pour faire grossir mon capital, tout bêtement, hein. Si je voulais de l'excitation, j'irais au casino. D'ailleurs, ça m'intéresse pas du tout le casino non plus. Une autre chose, c'est que en intraday, je devais réagir à chaud sur les marchés par rapport à ce qui se passait, etc. C'est-à-dire que c'est mes émotions qui prenaient le pas sur tout le reste. Et ça m'intéresse pas du tout. Alors qu'aujourd'hui, en trend following, je passe mes ordres soit le soir, soit le matin, soit le soir après la clôture, soit le matin avant l'ouverture. Je passe des ordres à seuil de déclenchement. Donc, en étant tranquille, serein, le cerveau alerte. Par exemple, quand je le fais le matin à 7h, je viens de me lever, je suis en pleine forme. Contrairement à, je sais pas, à 16h30, comment tu peux prendre un ordre à chaud à 16h30 alors que tu as déjà une journée derrière toi? C'est comme si quelqu'un te disait ouais, je peux faire un sprint, mais là, excuse-moi, j'ai fait un marathon, donc il sera moins bon que ce matin, quoi, qu'avant le marathon. Je trouve ça ridicule d'avoir à faire un sprint après un marathon. C'est débile pour moi. Et puis pareil, l'intraday, j'étais pas serein, j'avais le stress, il fallait que je fasse attention à ce que je faisais, il fallait pas faire d'erreur, fallait mettre des stops tout de suite. Ça m'est arrivé, je te le cache pas, hein, que il me fallait 20 secondes pour passer un stop une fois que mon ordre est passé. Ça m'est arrivé une fois que le facteur passe à la porte pour me livrer un truc, et j'ai pas le temps de passer mon ordre au stop, je vais ouvrir au facteur, je reviens, et merde, les cours partaient à la baisse, quoi. Donc ça m'allait pas du tout. Donc du coup, le calendrier à la poste depuis 20 ans. C'est ça. Donc l'intraday, ce qui m'allait pas, c'est qu'il fallait réagir à chaud, alors que je préfère réagir à froid avec tout mon cerveau, 100% de mon cerveau. Et puis pareil, ce qu'il fallait en intraday, c'est qu'il fallait être constant. C'est-à-dire qu'il fallait être au top en permanence. Et j'admire quelqu'un pour ça, je le regarde de temps en temps, je regarde ce qu'il fait, c'est Benoît Rousseau, qui est d'une constance incroyable. Après, par contre, je pense qu'il doit le payer entre guillemets sur sa santé parce qu'il doit être stressé, il doit. Alors même s'il fait beaucoup de méditation, de choses comme ça, il y a un impact physique de ce stress en permanence. Et ça, contrairement au trend following. Il est exceptionnel. Ouais. Ah oui, il est vraiment exceptionnel. Je l'admire, mais je serais incapable de faire ce qu'il fait. Contrairement au trend following, où je prends une décision, par exemple, aujourd'hui, je rentre sur un titre, je mets mon stop tout de suite, et je l'oublie. C'est soit j'accroche le trend, soit je l'accroche pas. Si je l'accroche pas, mon ordre à seuil de déclenchement, mon stop loss me fait sortir, et ce n'est même pas moi qui prends la décision de sortir. Et si j'accroche la tendance, j'ai plus à m'en soucier, puisque les cours ils partent en ligne droite, hein. Enfin j'exagère, hein, ils fluctuent, hein, mais ils partent le long de la tendance. Ouais. Donc ça m'intéresse de ne pas devoir être impérativement au top chaque jour. C'est-à-dire que si aujourd'hui je prends une tendance et qu'aujourd'hui je suis bien dans ma tête et que j'arrive à prendre cette tendance correctement, si pendant l'année qui vient, imaginons je suis en pleine dépression, je suis pas bien, etc., j'ai des problèmes de santé, j'ai des problèmes psychologiques, etc., ça pose aucun problème puisque la tendance continue et mes performances continuent à me générer des gains. Tu vois, il a suffi que je sois une fois au top pour en profiter pendant des années peut-être. Donc en trend following, vraiment il suffit que je sois bon un jour pour toucher les fruits de mon travail pendant des semaines, des mois, des années, et ce quel que soit mon état physique ou psychologique. Et donc le trend following pour moi il a très peu d'impact sur ma santé, que ce soit mentale ou physique. Une autre chose, en intraday, il faut avoir une connexion parfaite. Si, je sais pas, je suis en vacances au ski à la montagne, j'ai une connexion de merde, etc., c'était un souci sur l'intraday. En trend following, ça me pose aucun souci. Pareil, en intraday,
le ratio gain sur risque est faible. Pourquoi ? Parce que tu as des frais. Ces frais, on va dire qu'ils sont incompressibles. Je te dis n'importe quoi. Imaginons que j'ai des frais de 0,2%. Aller-retour, ça fait 0,4%. Ça veut dire qu'au minimum, il faut que je gagne 1% pour avoir un ratio gain-risque intéressant. Et ce faible ratio gain sur risque, il faut qu'il soit compensé par un taux de réussite élevé. Un ratio gain sur risque, je te dis n'importe quoi, de 1 sur 2, si j'ai un taux de réussite de 30%, ça marche pas. C'est vrai. Et justement, tu m'amènes à une question vachement importante, je pense, pour pas mal de personnes qui voudraient se lancer dans le trend following. Tu sais comme moi que beaucoup de swing traders qui réussissent exceptionnellement bien tournent avec des ratios gains, enfin des hit rates, enfin des pourcentages de réussite du trade inférieurs à 50%. Ouais. Ah ouais. Je pense qu'il faut vraiment faut dédramatiser et démystifier le succès en trend following. Tu l'as déjà dit tout à l'heure. Ouais. C'est-à-dire que j'ai même rencontré des gens exceptionnellement en réussite qui fonctionnaient avec 35-36% de taux de réussite. Oui, c'est le money management qui fait le reste, tout bêtement. Exactement. Alors, mais du coup, toi, il y a quand même toute une sémantique depuis que tu parles qui est très importante, le stress, la gestion des émotions, etc. Est-ce que tu peux dire que tu as réussi à tout automatiser, c'est 0% discrétionnaire maintenant? Alors, l'automatisation, on va dire que non, parce que je suis pas sur un système où j'ai des positions à prendre tous les jours. J'ai des positions à prendre que de temps en temps, à des moments bien précis, et j'ai pas besoin d'avoir un système qui prend ces positions à ma place. Je suis capable le matin à 7h de placer un ASD qui sera déclenché ou pas peut-être, Cet ASD peut-être il sera déclenché que dans 10 jours. Donc j'ai pas besoin d'un système qui le fasse, je peux prendre 5 minutes pour passer mes ordres tout bêtement. Alors par contre ce que j'utilise c'est des screeners qui me donnent toutes les configurations qui m'intéressent. Ça c'est sûr. Donc là c'est automatisé effectivement. Par contre les passages d'ordre, j'ai pas l'utilité d'automatiser. Et si tu veux, pour revenir sur ce que j'aimais pas sur l'intraday et ce qui me plaît sur le trend following, et tu vas voir, ça rejoint ce qu'on disait à l'instant. Au bout d'un moment, quand tu fais le calcul de tes frais cumulés, ils sont énormes quand tu fais de l'intraday. Tu te rends compte que ce que tu as gagné, c'est par exemple 20% de l'ensemble des frais cumulés que tu as eu sur l'année. Donc ça me plaisait pas non plus. Et puis, en intraday, je ne peux pas cumuler des positions diversifiées dans le temps. C'est-à-dire que si je dois rentrer, je te dis n'importe quoi, si je dois rentrer 50 000 sur de l'intraday, ça va être compliqué. Parce qu'il va falloir que je les rentre sur 2 valeurs. Je peux pas suivre beaucoup plus de valeurs en même temps de manière assidue. Alors qu'en trend following, je peux très bien avoir un portefeuille avec 20 titres si je veux. Je prends un trend, ce trend y tient, j'en prends un deuxième, un troisième, un quatrième, et je cumule 20 positions qui continuent à vivre sans que j'ai besoin de m'en occuper. Et ça c'était important. Un autre truc qui m'embêtait sur l'intraday, c'était le rapport bruit sur signal qui était important. Plus on est sur des unités de temps basses, plus les mouvements peuvent être chaotiques. Il peut y avoir de l'exagération momentanée très importante par rapport à la tendance en elle-même. Par contre, plus on monte sur des unités de temps importantes, par exemple de l'hebdo, des bougies hebdo, moins ces mouvements chaotiques qui peuvent être importants, puisqu'une exagération, on ne peut pas la tenir pendant des semaines. Donc l'importance de ces mouvements erratiques, effectivement, m'a fait basculer. Et puis, le fait de devoir prendre une grosse position pour sortir des gains importants, en intraday, si je veux des gains importants, il faut que je prenne une grosse position. Alors qu'en trend following, je peux prendre plein de petites positions qui elles-mêmes, toutes regroupées, vont me faire des gros gains. Et puis pareil, le fait de devoir être actif pour gagner, en intraday, il faut être actif pour gagner. En trend following, mes gains, ils se font en patientant. Je suis assis, je fais autre chose, je sais pas, je vais jouer au golf, je vais faire du ski, pendant que mes gains ils se font. Et puis pareil, en intraday, le cycle des rendements composés il est faible, parce que mon compte titre
pour vader, pour trader aussi bien à la hausse ou à la baisse, et on rejoint ce que tu disais tout à l'heure, pour la fiscalité annuelle, ça a un impact. Parce que si j'ai un compte titre, j'ai mon impôt sur le revenu chaque année. Et donc, ça vient amputer le jeu des rendements composés chaque année. Ça, c'était important. Une autre chose, c'est que quand je rentre sur une valeur en intraday, par avance, je ne connais pas la vitesse de cette valeur. Par contre, en trend following, quand je rentre sur un trend, je connais à l'avance la vitesse de ce trend et je vais uniquement sur les trends qui sont les plus rapides. Tu peux expliquer un petit peu ce que tu appelles la vitesse du trend ? Oui, tout bêtement. Un titre qui prend 50% en une semaine, en ligne droite. Je vais avoir un graphe particulier sous les yeux avec une ligne droite et mon cours qui monte. Si je regarde un autre graphe, je vais avoir un graphe identique sur une semaine, mais mon titre, il va prendre 10% seulement. Mais visuellement, j'ai l'impression que les deux, c'est des tendances en ligne droite. Mais sauf qu'ils ne rapportent pas la même chose. Donc ce qui m'intéresse, c'est d'aller sur les tendances qui vont les plus vite. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je calcule comme une voiture. Tu regardes deux voitures. T'en vois une qui avance et t'en vois une autre qui avance. Les deux avancent. Mais par contre, les deux n'avancent pas à la même vitesse. Ce qui m'intéresse, c'est de monter dans la voiture qui avance le plus vite. Et à chaque fois, ce que je vais rechercher, c'est uniquement ces voitures qui avancent les plus vite. Je suis pas obligé de prendre la tendance dès le début, parce que pour calculer une vitesse, il faut que l'objet soit en mouvement déjà. Il ait commencé un certain mouvement. Et de la même manière, si j'ai deux voitures qui sont à l'arrêt et qui démarrent, et j'en ai une, les roues patinent, je sais que celle-ci, à terme, elle va aller beaucoup plus vite que celle qui démarre tranquille. Alors du coup, Christophe, tu as combien d'actions dans ton portefeuille quand tu es complètement chargé ? Alors, quand je suis complètement chargé, j'essaye, en général, de ne pas en avoir plus de 8, puisque 8, c'est le nombre absolu qu'il ne faut pas dépasser, puisqu'il correspond à l'équilibre parfait entre la diversification et la moyenne à la baisse du risque. C'est-à-dire que plus je vais avoir de valeur en portefeuille, plus je vais moyenner à la baisse ma performance, j'ai dit risque tout à l'heure, c'était performance. Donc plus j'ai de valeur en portefeuille, plus je réduis ma performance moyenne. Mais à contrario, moins j'ai de valeur en portefeuille, plus j'augmente mon risque. Donc c'est une courbe en forme de cloche qui fait qu'il y a un point idéal, c'est à 8 titres, très précisément, qui fait que j'ai l'équilibre total entre risque et performance. Donc j'essaye d'en avoir au maximum 8, ça m'est arrivé d'en avoir beaucoup plus, mais quand j'en ai plus, je coupe ceux qui vont moins vite, et puis je préfère pyramider sur les 8 titres que j'ai déjà en portefeuille, puisqu'ils vont dans le sens de la tendance. Donc autant prendre encore plus de titres de ces tendances-là. Si on regarde ça d'une manière un petit peu... comment on peut dire, cartésienne. Si je rentre sur une valeur, j'ai un risque initial. Si cette valeur chute, la logique veut que je m'allège, que j'ai de moins en moins de titres de cette valeur, parce que plus elle chute, plus je perds. Donc si je m'allège, quand je perds, quand j'ai une valeur qui perd des pourcentages, ça veut dire que l'effet inverse est vrai également. Plus cette valeur augmente, plus je peux prendre de risques dessus. Puisque une fois que je suis parti de mon cours d'ouverture, le risque il est de 0. Il suffit que je me mette break-even, mon risque il est de 0. Donc je peux m'amuser à pyramider et prendre encore plus de positions sur cette valeur-là. Au pire des cas, qu'est-ce qui va se passer ? Je perds 0. Donc je préfère pyramider sur des titres qui sont déjà en tendance et sur lesquels je suis déjà en tendance, plutôt que d'aller me diversifier sur d'autres titres. D'autant plus que, comme je te le disais, je préfère prendre uniquement les titres les plus rapides de la cote. Donc une fois que j'ai identifié les titres les plus rapides, ça serait un non-sens d'aller chercher d'autres titres moins rapides, plutôt que de pyramider sur ces titres qui sont déjà rapides. Oui, effectivement, c'est logique. Écoute, je reviens sur ton indicateur. Oui. Je rappelle qu'il est téléchargeable gratuitement. Il y a toujours un doute dans l'esprit de celui qui se lance dans le trend following, c'est à quel moment prendre ses profits. Tu as été très clair par rapport au stop loss
qui peut être large ou serré. Toi, tu as fait l'option de l'avoir serré. Et la prise de profit. Comment tu fais pour enfin, au moins, pas forcément comment tu fais, mais quelqu'un qui débute dans la construction d'un setup, comment il peut trouver un équilibre entre être sorti par un trading stop, ça va être sorti sur gain, ou être sorti sur un objectif. Comment peut-on aider les débutants? Alors, on a deux choses à gérer. La première, c'est sa performance. La deuxième, c'est son cerveau. Imaginons, je rentre sur un titre. Ce titre, très rapidement, en quelques jours, quelques semaines, prend 100%. Si la tendance échoue, ça peut arriver. Hein. On a vu des tendances prendre... tiens, je peux te donner des exemples. Quantum Genomics a pris 200 et quelques pourcents en très peu de temps. Et puis derrière, c'est rechuté, elle les a reperdus. Si on doit gérer la performance, il faut prendre en compte le fait qu'il y a une possibilité qu'on reperde tout. Par contre, dans tout ce que j'ai backtesté, il est plus rentable de ne jamais prendre ses profits et de les prendre uniquement quand la tendance s'essouffle. Alors, pour ça, vous pouvez prendre, je sais pas, une moyenne mobile. Dès qu'on passe à un coupe à la baisse, cette moyenne mobile, je prends mes profits, etc. Donne-nous une moyenne mobile qui est facile à utiliser pour un débutant et qui a fait ses preuves, comme signal de sortie. Une moyenne mobile que tout le monde regarde et qui a un signal fort, c'est une moyenne mobile 200 par exemple. Si vous rentrez parce que les cours viennent de passer au-dessus de la moyenne mobile 200, c'est bien de conserver cette tendance-là tant qu'on n'a pas cassé à la baisse la moyenne mobile 200. 200 jours. 200 jours, pardon, oui, excuse-moi. La première chose, c'est qu'on doit gérer sa propre performance. Et de tout ce que j'ai backtesté, il est clair qu'il ne vaut mieux ne jamais faire de prise de profit partielle en termes de performance, sur plusieurs valeurs. Sur une seule valeur, oui, on va dire, oui, t'as pris 200% et tu repères 200%, c'est débile. Oui, c'est débile. Par contre, backtester sur 200 valeurs, on se rend compte que c'est plus intéressant de conserver tout le temps la tendance sans prendre de profit, parce que t'as des valeurs où le trend va échouer rapidement, et puis t'en as d'autres où elles vont prendre 2000, 3000, 4000% sur plusieurs années. Et ça récupère largement les tendances qui ont échoué en ayant pris 100% puis qui sont tombées derrière. Par contre, on a une deuxième chose à ménager, c'est le cerveau. Et le cerveau, il souffre. Quand tu as une valeur qui a pris 100%, ton cerveau, il souffre. Alors très souvent, on a envie de prendre ses profits. Surtout si tu as tenu position. Oui, surtout si tu as tenu, ta position. Non, surtout si tu n'as que 8 positions. Parce que t'as qu'à 8 balles dans ton chargeur, quoi. Hein. Oui, c'est ça. Il y a deux manières de gérer le truc. La première, c'est que notre cerveau, il est un peu biaisé, il nous fait faire vraiment beaucoup de bêtises. La première, c'est que si je rentre sur un titre, mon cerveau, déjà, il va me dire que je suis rentré en une fois sur un titre. C'est ce qu'il imagine tout de suite. Et si je suis rentré en une fois sur un titre, mon cerveau va se dire, tiens, il faut que je sorte en une fois sur ce titre-là. Donc, le premier réflexe du cerveau, c'est si j'ai pris 100%, je sors et je prends mes 100%. Et c'est une réaction, c'est pour ça que je te parlais tout à l'heure de réaction à chaud et réaction à froid. Si je laisse mon cerveau faire, il va me faire que des conneries. Donc je vais sortir et je vais prendre mes 100%. Prendre mes 100%, ça pose un réel problème. Le premier, c'est quoi? C'est que si derrière la tendance continue et prend 2000%, j'ai bien été malin de prendre mes 100%, mais je suis totalement débile de pas avoir pris les 2000% qu'il y avait derrière. Et ça, c'est un vrai problème. Je te parlerai tout à l'heure du fameux cas SKR, c'est quelque chose qui m'est arrivé. C'est un vrai problème. C'est un la deuxième stratégie pour toi. Oui, c'est un vrai traumatisme. Le deuxième cas, c'est de se dire, voilà, j'ai pris 100%, je ne vends rien, je tiens la tendance. Et si là, tout s'écroule, j'ai reperdu mes 100% et je suis un vrai crétin. Ça pose un vrai problème. Mais on se rend compte qu'entre les deux, il y a une solution intermédiaire. Et si on laisse faire notre cerveau, cette solution intermédiaire, il la trouve pas. Donc il faut y réfléchir. Et une fois qu'on nous l'explique et qu'on le sait, c'est tout bête. Quand je suis arrivé à 100%, je suis partagé entre deux émotions. Le fait de laisser courir la tendance et le fait de prendre tous mes bénéfices parce que j'ai peur qu'elle retombe. Et si je prenais une décision qui est à mi-chemin, c'est-à-dire que je prends par exemple la moitié de mes bénéfices et je laisse courir l'autre moitié de ma position. J'ai ménagé à la fois mon portefeuille et à la fois mon cerveau. Si la tendance rechute, j'ai pris 100% sur la moitié de ma position.
Et si la tendance continue, je profite sur 50%, sur les 50% restants de ma position, du reste de la tendance. J'ai ménagé les deux. J'ai ménagé ma performance et mon portefeuille, et j'ai ménagé mon cerveau. Donc, je sais qu'il ne faut pas prendre faut pas faire des prises de profit partielles sur mes valeurs. Par contre, je le fais parce que je me sens mal à l'aise. Donc, au bout d'un moment, quand la valeur a pris beaucoup, je fais des prises de profit partielles. Et puis, avec le temps, j'apprends à maîtriser mon cerveau. Donc, au début, effectivement, je prenais 50% de mes bénéfices. Maintenant, je prends un tiers. Je prends un cinquième. Et puis, je laisse courir le reste. Si ma tendance rechute, c'est pas grave. Le 1/3 ou le 1/5 que j'ai pris vont m'assurer le risque que je vais prendre pour essayer de choper 3, 4, 5 autres tendances. Donc ça pose aucun problème. C'est comme si j'étais au casino et qu'à chaque fois on me remet des jetons, mes jetons me repermettent de jouer. Plutôt que de cracher mon capital. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une chose à laquelle j'ai dû réfléchir, parce que coder c'est bien et savoir ce qu'il faut faire en théorie c'est très bien. Donc en théorie je sais qu'il ne faut jamais prendre ces profits partiels, mais il faut que je ménage mon cerveau, parce que quand je prends 100% et que derrière je les repère, je suis dégoûté. Donc sur le coup, quand je parlais de Quantum Genomics tout à l'heure, Quantum Genomics, quand j'ai pris 250%, oui, j'ai pris la moitié de mes gains quand j'étais en haut, hein, je te le cache pas. Et derrière, quand j'ai vu que ça a retombé et que sur l'autre partie de ma position, j'ai tout reperdu, j'étais content malgré tout, parce que j'ai tout reperdu, mais je me dis, ouais, mais sur la première partie de ma position, j'ai pris 250%. Ouais. Écoute, merci encore pour ces infos. Alors moi, j'ai une autre question maintenant. C'est que tu l'as dit tout à l'heure, tu dis voilà, quand le marché, généralement, il est haussier, je peux avoir un hit rate de 70%. Par contre, quand c'est en range, quand ça latéralise, ça peut tomber sévèrement de moitié. Est-ce que toi, oui, tu considères qu'il faut, et est-ce que tu le fais, est-ce que tu as des filtres, des coupes-circuits avant d'acheter une action au regard de ce que fait par exemple son benchmark, son marché de référence? Je précise pour ceux qui comprennent pas le terme, mais voilà, en gros, pour caricaturer, est-ce que tu as des coupes-circuits qui t'empêchent d'acheter si le CAC 40 par exemple est baissier, ou est-ce que tu acceptes finalement de pouvoir te planter entre guillemets 30% du temps si le marché, le benchmark, le CAC 40 n'est pas orienté clairement? Oui, tout à fait. Alors, en temps de marché haussier, pour schématiser rapidement, on monte de 2 pas, on baisse d'1 pas, on monte de 2 pas, on baisse d'1 pas, on monte de 2 pas. C'est vraiment schématisé, mais c'est ce qui se passe quand on est en marché haussier. Donc là, je vais acheter des valeurs, parce qu'on monte de 2 pas. Si on redescend d'1 pas, ma valeur va consolider, et puis quand les indices, par exemple le CAC repart, ma valeur repart, etc. Et donc je suis toujours ma tendance. Donc effectivement, ça c'est une des choses qu'il faut savoir sur le trend following, c'est que régulièrement, ça rechute et puis ça repart. Mais on fait 2 pas en avant, 1 pas en arrière, et on refait 2 pas en avant. C'est-à-dire qu'on continue à avancer, malgré tout. Ça, il faut le savoir. Par contre, en marché baissier, comme actuellement avec la crise du coronavirus, en marché baissier, qu'est-ce qui se passe? On descend de 2 pas, vraisemblablement, on va monter d'1 pas, et puis on va redescendre de 2 pas, etc. Donc ce que je vais faire, c'est que si je m'amuse à acheter pendant que le CAC monte de 1 pas, ça veut dire que derrière mes valeurs, il va falloir qu'elles supportent quand le marché va baisser de 2 pas. Ce qui est assez peu probable. Ce qui veut dire qu'en marché baissier, je vais faire du trend following, mais court terme. C'est-à-dire que je vais prendre le 1 pas sur le CAC qui est haussier, s'il y a un rebond par exemple, comme actuellement. Mais par contre, dès qu'on va commencer à faire les 2 pas en bas, je vais sentir l'intégralité de mes positions. Est-ce que ça répond? Non, c'est très très clair. C'est très très clair. J'espère que... C'est-à-dire que je m'adapte au marché. Si le marché il est haussier, oui, je vais tenir mes positions. Si le marché il est baissier, je vais juste prendre ce que j'ai à prendre pendant que le CAC fait un pas en haut, et puis c'est tout. D'accord, ok, très bien. Bon, écoute, Christophe, c'est vraiment très 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 intéressant tout ça. Est-ce que ça fait à peu près 1 heure qu'on discute? C'est très constructif, j'espère. Est-ce que toi, tu penses à quelque chose que tu voudrais dire à
à ceux qui écoutent ce podcast pour leur faciliter la tâche? Est-ce qu'il y a une question que tu aurais bien voulu que je te pose et que je ne t'ai pas posée? Oui, on peut parler par exemple du moment où j'ai basculé sur le trend following, puisque oui, bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est que ça explique toute la démarche qu'il y a derrière et pourquoi je fais les choses comme je les fais aujourd'hui. Avec plaisir. Il y a eu plusieurs éléments qui ont impacté. Ce qu'il faut savoir, comme je te disais, j'ai eu un vrai tilt il y a à peu près 3 ans. Je tradais plus du tout pour des questions parce que je voyais que je me faisais taxer d'une manière quasiment confiscatoire et les taxes après sur l'impôt sur le revenu. Donc j'ai totalement arrêté de trader et puis je lis toujours beaucoup. Et puis il y a 3 ans, alors j'aime pas du tout les lectures divertissantes de loisirs, machin, etc. J'ai besoin de lectures qui me permettent d'apprendre. Donc je lis beaucoup de choses, de la biologie évolutive, la physique quantique, du marketing, de la neuroéconomie, du développement personnel, de la permaculture, du survivalisme. Et un truc qui me plaît beaucoup, c'est les biographies. Donc j'ai lu des biographies d'Elon Musk, machin, etc. Et un jour, je commande sur Amazon, parce que je trouvais ça intéressant, la biographie de Warren Buffett. Donc alors tu sais, sur Amazon, tu vois la couverture, et puis quand tu reçois le bouquin, eh ben tu te rends compte qu'il fait 950 pages. c'est plus important que la Bible. Donc je l'ai lu, et puis c'était très 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 intéressant, parce que ce qui sort de ce bouquin, c'est l'importance des rendements composés. C'est-à-dire que les rendements composés, on attribue à Einstein, mais c'est une fausse citation d'Einstein, qui dit que c'est la 8e merveille du monde, mais c'est vrai, parce que tu fournis de moins en moins d'efforts pour des résultats de plus en plus importants. Et tu vois, là, il commence à y avoir un lien avec le trend following. Et d'ailleurs, ça me rappelle une citation de Jeff Bezos, donc le PDG d'Amazon, qui dit à Warren Buffett, mais votre principe d'investissement, il est tellement simple, vous êtes le 2e homme le plus riche de la planète, et c'est si simple, pourquoi personne ne vous copie ? Et Warren Buffett lui répond, parce que personne n'a envie de devenir riche lentement. Et effectivement, quand tu vois sur Internet des formations, etc., on te propose quoi? De devenir riche rapidement, d'avoir tout de suite des Lamborghini, des trucs comme ça, des filles de parcours. Moi, ça me fait pas rêver. Et Warren Buffett, c'est pas parce qu'il fait pas rêver, c'est le bouquin sur le survivalisme. Ouais, c'est ça. Warren Buffett, tu vois, c'est pas parce qu'il ne fait pas d'intraday qu'il n'a pas généré une fortune incroyable. Tout le monde pense que c'est avec de l'intraday qu'on peut générer des fortunes. Non, on peut le faire avec du trend following ou de l'investissement ou du buy and hold, etc. Et puis, cette vision long terme, elle m'a beaucoup plu. Et puis le fait, comme je te disais tout à l'heure, que pour faire x20 sur ton capital, tu peux avoir 2 choix. Faire plus de 100 trades successifs à 3%, successifs, c'est difficile. Ou alors faire 5 trades successifs à 83%. Et ça me semble beaucoup plus facile. Donc c'est pour ça que j'ai basculé sur le trend following. Le deuxième truc qui m'a inspiré, c'était que j'ai relu le bouquin de Stan Weinstein. Et puis aussi, j'ai lu quelque chose que je connaissais pas, un bouquin de Michael Covell qui s'appelle tout simplement Trend Following. J'ai lu en anglais et je me suis rendu compte avec le temps qu'en anglais c'est un vrai pavé, il est 3 fois plus important que la traduction française, puisqu'il y a énormément de choses documentées, etc. Et sur l'importance de suivre la tendance jusqu'au bout, malgré les fluctuations, etc. Et puis pareil, ce qui est intéressant dans le bouquin de Michael Covell, Trend Following, c'est que c'est très documenté et te donne des chiffres réels de grands fonds américains, avec leurs performances annuelles, etc., depuis combien de temps, etc. Et là, tu te rends compte qu'il y en a beaucoup qui font entre 20 et 50% tous les ans, depuis 30 ans, depuis 50 ans, quoi. Et là, je me dis, les plus grands utilisent le trend following, pourquoi pas moi? Le trend following en France, personne n'en parle, et aux États-Unis, tout le monde connaît ça. Donc j'ai halluciné, je me suis dit, pourquoi pas moi? Et puis, pardon, il y a une évidence très simple. Il y a quelque chose qui est imagé, qui est très très simple à comprendre. Tu vas faire du surf, tu vas chercher une vague, tu montes sur ta planche, tu prends un risque d'arriver à monter ta planche ou de tomber tout de suite. Tu surferais une vague pendant 5 secondes pour en descendre ensuite, descendre de ta planche et aller chercher une autre vague alors que tu étais déjà sur une vague qui avançait. J'ai trouvé ça assez parlant comme image. Le risque, il a été pris au départ quand tu es monté sur ta planche de surf. Donc, autant en profiter tout le long et suivre la tendance tout le long. On sait que ça avance.
Je vais pas m'amuser à reprendre un risque ailleurs, alors que là, mon risque, il est passé, il est derrière moi. Le troisième point qui a été très important, c'est le cas Esker. À ce moment-là, quand j'ai lu le bouquin de Covell et que j'ai lu la bio de Warren Buffett, ces deux choses ensemble, ça a eu un effet très révélateur sur le fait qu'il fallait faire du long terme et pas du court terme. Et j'ai repris tous mes relevés de compte que j'avais de l'époque où je faisais de l'intraday, et puis j'ai tous regardés. Et tous montraient quasiment la même chose, et entre autres, il y en a un qui était très parlant, c'est le fameux cas Esker. Je vais te parler en termes de chiffres, tu vas voir tout de suite. Le 27 mars 2009, j'ai acheté du Esker à 2,81€ sur un breakout. Et je l'ai vendu le 23 juin, c'est-à-dire, grosso modo, 6-7 semaines après, à 3,34%, en ayant pris 19% de plus-value. Et j'étais rentré très très lourd dessus, j'avais mis beaucoup de mon capital dessus. J'ai pris 19%, mon capital a évolué de 19% en, disons, 2 mois, j'étais aux anges. Je vends mes titres et je suis content de moi. Par contre, si je regarde la suite des choses, Esker, derrière, n'a plus jamais retouché mon cours d'entrée, 2,81, et ceci pendant des années, pendant 10 ans. Elle est montée jusqu'à 115€, soit plus 3900%. C'est-à-dire que j'aurais pu faire 40 fois sur ma position en 10 ans, en ne touchant rien du tout. Ça correspond à des rendements composés, des rendements annualisés de 45% par an. Tout ça en ne faisant rien. Alors que avant je faisais de l'intraday. J'étais obligé de bosser tous les jours, sortir mon chiffre tous les jours. Et que là, sur cette valeur-là, et sur beaucoup d'autres, je donne cet exemple, mais j'ai beaucoup d'autres exemples, toutes les valeurs sur lesquelles j'ai été, c'est des valeurs qui derrière ont fait des performances de dingue, et il suffisait de pas en descendre. Et j'ai fait beaucoup d'allers-retours sur Esker, et je peux te garantir que jamais je n'ai fait plus 3900% sur Esker, alors qu'il suffisait de rester dessus. Et puis, un quatrième point qui était important, c'est que j'avais ouvert un PEA où j'avais mis 100€ dessus, et au même moment, il arrivait à 8 années. Et tu sais qu'au bout de 8 ans, ton PEA, il bénéficie d'une fiscalité, c'est un vrai oasis fiscal. Ouais. Tu n'es pas imposé sur tes plus-values, tu peux continuer à mettre du capital dessus, tu peux retirer une partie de ton capital, même régulièrement quand tu veux, etc., sans que ça clôt ton PEA, et ton PEA n'a toujours pas de taxe sur les plus-values. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que quand tu sors de l'argent de ton PEA, tu vas payer des charges sociales à hauteur de 17,2% actuellement, mais uniquement à terme quand tu sors de l'argent. C'est-à-dire que tu peux faire fructifier ton argent pendant 30 ans si tu veux, et ne pas payer ces charges sociales. Ça ne vient pas entacher le jeu des rendements composés. Donc sur ton PEA, les rendements composés, ils jouent à fond. Parce que pareil, chaque année, tu n'as pas ton imposition qui vient t'enlever une partie de tes gains. Donc c'est 100% de tes gains qui viennent faire du rendement composé d'année en année, en année, en année. Si je reprends le cas Esker que j'aurais dû garder pendant 10 ans, le jeu du rendement composé sur Esker, il aurait joué à fond. Et tant que je ne retire pas cet argent de mon PEA, je ne paye pas ces 17,2%. Et quand je retire de l'argent, je ne suis pas obligé de tout retirer, je peux retirer qu'une partie, juste pour vivre. C'est-à-dire que je me suis dit que, tiens, ça me permet d'investir jusqu'à 225 000€ PEA plus PEA PME, et puis derrière de faire fructifier. Et puis depuis, j'ai rencontré des personnes qui m'ont montré leur PEA, qui ont des PEA à 850 000€, alors que le plafond d'apport est limité à 225 000. Ça veut dire que ces 225 000, ils les ont transformés au fur et à mesure des années en 850 000€. Et que, par exemple, ils peuvent vivre toute leur retraite avec, sans ne rien faire. Donc ça m'a parlé. Et c'est des choses qui m'ont vraiment fait basculer sur le trend following. Et puis après, il y a quelques évidences. Si tu essayes de prédire quelque chose, tu as une probabilité de taux de réussite de 50-50. C'est soit t'as juste, soit t'as pas juste. Et donc, un singe pourrait trader au hasard. Et si on suit simplement sans prédire, ça veut dire qu'on a l'avantage de la tendance. Si tu as une voiture qui roule à 80 km/h, je sais qu'elle avance. Si je mise sur le fait qu'elle continue d'avancer, j'ai plus de chances de mon côté, puisqu'elle avance déjà. Elle va pas se mettre à reculer instantanément. On n'a jamais vu une voiture passer de 80 km/h, passer la marche arrière et reculer.
Non, d'abord, elle ralentit. C'est la première loi de Newton. Tout corps en mouvement le demeure, à moins qu'une force n'agisse sur lui. Tu prends l'exemple d'une tendance avec une trendline. Tu sais, tu as une tendance qui est haussière. Tu traces ta droite qui supporte la tendance. Et puis, ton cours, il va rebondir 4-5 fois dessus avant que la tendance casse et que ça change de tendance. Ça veut donc dire que si je joue dans le sens de la tendance, j'ai au moins 3 chances sur 4 d'avoir raison. Et ben en fait, je préfère avoir 3 chances sur 4 d'avoir raison, plutôt que de jouer une cassure de tendance et d'avoir seulement une chance sur 4 d'avoir raison. Et puis, plus tu tiens la tendance, plus tu augmentes ton ratio gain sur risque. Parce que plus les cours font de la performance, plus ton risque initial il devient ridicule par rapport à ta performance que tu as derrière. Il faut savoir par exemple que... C'est tellement simple quand t'expliques qu'effectivement tu te demandes pourquoi tu ferais pas de trend following, c'est vrai. Oui, et puis il y a un biais cognitif qui est bien connu, c'est que quand tu arrives vers une résistance, tout le monde te dit sur Twitter, sur Boursorama, etc. Attention, il y a une résistance, ça risque de s'arrêter. La caractéristique d'un titre qui monte, c'est qu'il casse en permanence ses résistances. Par exemple, Xilam a cassé 21 fois des résistances qui étaient autant de points d'entrée pour établir un run de 3350% en 2 ans et demi. Comment est-ce qu'on reconnaît une action qui va faire x10 ? Eh ben c'est simple, elle commence déjà par faire x2, puis x3, etc., toujours en cassant ses derniers plus hauts. Si on laisse notre cerveau faire, il va certainement vouloir acheter une action qui a perdu 50%, puis qui perdra encore 50%, puis qui perdra encore 50%, etc. C'est-à-dire que je préfère construire mon capital avec mon esprit et pas avec mon temps. Donc je préfère laisser le temps faire et la tendance faire pour générer mes revenus plutôt que ce soit moi qui travaille à faire d'intraday tous les jours. Donc voilà comment j'en suis venu au trend following. Bah écoute, c'est vraiment très précieux tout ce que tu dis. Encore merci pour ton temps. Et j'espère que ce podcast vous aura incité à découvrir ce que c'est que le trend following qui n'a pas le succès ni la notoriété qu'il mérite en France. Voilà. Merci Christophe. Merci à toi. Au revoir. Salut.